Bonjour et bienvenue virtuellement à l'École de la fonction publique du Canada. Je m'appelle Joshua Frame et je serai l'animateur de la discussion d'aujourd'hui. Je suis le président national du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux et je suis accompagné par des conférenciers qui ont des expériences et des connaissances sur le sujet d'aujourd'hui qui promettent d'être éclairantes. Au nom de l'École, je souhaite la bienvenue à tous les participants à cet événement de partout au Canada. Je suis heureux de vous présenter l'événement d'aujourd'hui intitulé « Révolutionner la fonction publique pendant la pandémie de COVID-19 ». Je tiens à reconnaître que, puisque je suis à Ottawa, je me trouve sur le territoire traditionnel non cédé de la nation Anishinaabe. Je reconnais que nous travaillons tous dans des endroits différents et que vous travaillez donc sur un territoire traditionnel autochtone différent. Je vous encourage à prendre un moment pour y réfléchir. Pour améliorer votre expérience de visionnement, nous vous encourageons à vous déconnecter du VPN, si possible, et de vous connecter à l'événement. Tout au long de l'événement, vous pouvez soumettre vos questions en cliquant sur l'icône qui ressemble à une main levée. Une personne surveille la boîte de réception et soumet les questions aux panélistes. Alors, je vais procéder à introduire Jennifer Thorne, qui est l'analyste principale en politique au secrétariat du renouvellement de la fonction publique au bureau du conseil privé. C'est un titre assez long, Jen, mais merci pour nous joindre aujourd'hui. Alors, Jen, pouvez-vous nous raconter comment est-ce que FlexJC a commencé comme une initiative à l'école et puis maintenant que nous avons ce réseau, quelle était cette trajectoire? Absolument. Merci beaucoup de l'invitation, Josh. Et comme je ne me trouve pas à Ottawa, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles je me trouve font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe. Je suis devenue une employée virtuelle en 2018. À ce moment-là, mon mari et moi avons dû les deux prendre des démotions pour être en mesure de travailler à temps plein à distance à l'extérieur de la région de la capitale nationale. On a fait ce saut-là pour être en mesure de déménager à Tremblant, où je me trouve aujourd'hui. On l'a aussi fait un peu avec l'idée de montrer l'exemple et être un genre de pathfinder, si je peux dire. Avec 10 ans d'expérience comme cadre ou X, je me demandais si on avait délibérément mis fin à notre progression de carrière. Mon esprit critique me disait que j'avais emprunté la voie du futur, mais j'avais mal au cœur à toutes les fois que je recevais les notifications de promotion de mes collègues. Aussi quand je voyais toutes les affiches de postes qui étaient limitées aux employés de la région de la capitale nationale. J'ai entendu parler de Frank Assou, qui était d'une initiative FlexJC à l'École de la fonction publique. Et donc, j'ai offert, peut-être voire imposé, mes avis et conseils à Frank à ce moment-là. Je voyais vraiment une occasion de mettre en place des outils et de l'apprentissage qui pourraient potentiellement normaliser le travail à distance dans la fonction publique. L'initiative FlexJC était ciblée sur le développement de projets et d'outils qui appuieraient une plus grande flexibilité dans les façons de travailler à travers la fonction publique fédérale. Dans les 18 mois qui ont suivi, l'initiative a entrepris des recherches sur les meilleures pratiques, a commencé à développer des produits d'apprentissage pour l'école et pour ses apprenants. Ma collègue Erica Stevens-Rennie a pris la relève du projet en février de cette année en tant qu'agent libre. Elle était super motivée à l'idée de travailler sur les changements de mentalité et comportement pour atteindre les principes d'au-delà de 2020 qui sont d'être agile, inclusif et outillé. Drôlement, j'étais à Ottawa le 13 mars et j'ai vu ma collègue Linda McMillan à l'école et nous avons justement parlé de toutes les occasions que présentait FlexJC. Comme vous le savez tous, la semaine suivante, le monde a été complètement chamboulé. La majorité de notre main-d'œuvre fédérale a été catapultée en mode télétravail, non par choix, mais par obligation dans le contexte d'une pandémie avec quarantaine et confinement obligatoire. Même moi, avec un an et demi d'expérience en travail virtuel, devais complètement revoir mes façons de fonctionner et de travailler, surtout avec des enfants à la maison à temps plein. Notamment, je dois souligner que j'en ai une qui est en quarantaine en ce moment à cause d'une exposition à l'école. Donc, c'est toujours possible qu'elle fasse une visite dans cette session aujourd'hui. Mais à ce moment-là, au mois de mars, à travers la magie des médias sociaux, quelques jours plus tard, je me suis retrouvée dans une discussion virtuelle sur comment les gens comme moi pourraient peut-être aider nos compatriotes. On vivait tous dans un monde incertain et travaillions dans un monde complètement chaotique. On ne savait pas où se placer. Mais on avait tous un sentiment de vouloir faire quelque chose de productif pour appuyer les autres, même sans VPN à ce moment-là. Donc, la création du réseau est devenue la prochaine étape logique. On a recruté des gens à travers du bouche à oreille digital, si on veut.
On a vu plein de nouveaux et parfois des anciens collègues qui partageaient ce même intérêt et cette passion. Le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux a notamment été un des premiers partenaires à se joindre à notre initiative. Mais on a aussi collaboré avec l'école, notamment aussi l'équipe de John Metcalf qui est ici aujourd'hui, mais aussi avec l'Académie du numérique. Les agents libres et le groupe de gens impliqués avec One Team Gov ont aussi été clés dans l'éducation de personnes intéressées à contribuer. À travers avril, mai, juin, le réseau a offert une panoplie d'appui et de soutien par les pairs. Pendant ce temps, on a entendu nos collègues que certains ressentaient un niveau de stress diminué, qu'ils mettaient à profit le temps habituellement passé dans le trafic à faire des activités plus santé, comme de l'exercice ou de cuisiner ou de passer plus de temps de qualité avec leur famille. On a aussi entendu plusieurs histoires liées au défi de travailler à temps plein et d'être professeur, chef, arbitre et tout ça en même temps. D'autres feraient énormément d'isolement et d'autres qui feraient de n'importe quoi pour avoir juste une minute tout seul, pas entouré de la famille en quarantaine à la maison. Presque tout le monde ressentait le stress relié à l'incertitude de la pandémie et de la COVID-19. Les gens manquaient aussi beaucoup la présence physique de leurs collègues. Puis mais aussi entendu au fil du temps que les gens commençaient à peut-être accepter, à normaliser l'idée de travailler à la maison à plus long terme. Il y avait une grande diversité dans ces histoires personnelles. Le réseau a donc travaillé pour appuyer nos collègues avec du coaching, des sessions sur des sujets tels que la santé mentale et le bien-être, les outils de la technologie, les équipes distribuées, la gestion de rencontres virtuelles, comment installer son bureau à la maison, comment équilibrer le travail, les responsabilités familiales. Rendu en juin, c'est devenu un peu plus clair que la pandémie durait un petit bout. À ce moment-là, Erica Neal, le VP à l'école, responsable de l'initiative à ce moment-là, ont convenu que le réseau Flex GC avait pris la place et donc le projet à l'école a pris fin, mais l'initiative a pris de l'ampleur. Au cours des derniers mois, on a pu colliger et créer plein de ressources. On a collaboré à maints projets, y compris le développement de guides pour l'accueil des étudiants. On a appuyé des milliers de fonctionnaires dans leur propre cheminement de travail à distance. Et je pense qu'on a eu un impact important et positif pour aider les gens à devenir plus efficaces et aussi résilients dans ce temps incertain. Pour moi, Flex représente vraiment les piliers d'au-delà de 2020, agile dans nos façons d'adapter nos services, nos produits. On a un site avec plein de ressources utiles que vous pouvez consulter. Aussi, les membres du réseau ont eu la chance de mettre à profit certains talents et capacités cachées. Mes collègues Natacha et Christine font briller leurs talents de communication. Paul, que vous entendrez plus tard, a partagé ses talents de producteur de vidéos. Nous avons tous contribué de notre profession et ça, du coin de notre bureau et parfois en soirée et pendant les week-ends. On est inclusif dans notre façon de collaborer, dans nos partenariats multiples, dans nos façons de créer un environnement où tout le monde peut se sentir en sécurité de parler, de partager leurs expériences, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient peut-être un peu moins bonnes. Et finalement, outillé. Je peux parler de mon expérience personnelle. J'ai eu l'occasion de tester des outils et de sortir de ma propre zone de confort et de trouver des façons de travailler plus productives, saines et sociales. Je pense que le réseau peut vraiment jouer un rôle important pour appuyer l'adaptation de la fonction publique vers ces nouvelles façons de travailler plus digitales. Plus tard aujourd'hui, nous lançons une initiative pour encourager encore plus de vous à adapter une mentalité positive en ce qui a trait au travail virtuel ou à distance et vous en entendrez parler plus tard. Et je suis aussi reconnaissante de pouvoir partager cette plateforme et cet événement avec nos amis de Flex GC qui sont ici aujourd'hui pour partager leurs histoires eux aussi. Et donc, je te retourne la parole, Josh. Excellent. Et c'est maintenant mon plaisir d'introduire ces panélistes. Et puis, on va commencer avec John Metcalf, qui est le directeur général pour les programmes d'apprentissage à l'École de la fonction publique du Canada. Alors, bonjour, John. Bonjour, Joshua, et merci au réseau de m'avoir invité à participer à la discussion aujourd'hui. Je vais dire que, évidemment, un sujet d'une grande importance, mais aussi un sujet qui m'intéresse personnellement beaucoup. Je vais peut-être parler un peu de l'évolution de mon équipe à l'école et de partager un peu mon propre histoire personnelle comme membre d'une équipe virtuelle à l'école et au sein de la fonction publique. Pour ma part, je suis fonctionnaire fédéral depuis 15 ans et pour tout dire, pendant les premières 10 années dans la fonction publique, je n'ai connu aucune équipe organisée pour travailler de façon virtuelle. Je n'avais pas de collègues qui faisaient du télétravail à temps plein
et personne de mon équipe ne travaillait à distance. Et ce n'est pas parce que j'étais pour ou contre le télétravail. Honnêtement, ça ne me traversait même pas l'esprit. Pour moi, mon travail était à la fois un lieu physique ainsi que les tâches que j'avais à accomplir. Et je pense que bien des gens à l'époque voyaient les choses pareilles. Alors, je me suis finalement joint à l'école en 2018 pour mettre en place une nouvelle équipe. Et lorsque nous avons entrepris cette tâche, nous avons volontairement pris la décision de créer cette équipe comme une équipe dispersée et virtuelle où des modalités de travail flexibles seraient encouragées. Et pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision? Je vais peut-être donner 3 raisons. Alors, premièrement, parce que nous pouvons le faire. Deuxièmement, parce que nous devrions le faire. Et troisièmement, parce que je crois que nous devons le faire. Et je vais peut-être partager un peu sur chacun de ces concepts. Alors, premièrement, nous pouvons le faire. Et écoutez, nous disposons de la technologie pour le faire, même si cette technologie est imparfaite. Et franchement, une grande partie du travail que nous faisons peut bien se faire à distance, vraiment de partout et en tout temps. Et aussi, nous devrions le faire parce que je crois que notre travail dans la fonction publique doit tenir compte de la grande diversité régionale de notre pays. Et comme fonctionnaire, c'est bien que nous soyons visibles et engagés dans toutes les collectivités du Canada. Et dans une équipe distribuée sur tout le territoire, il y a 5 fuseaux horaires et il convient de remettre en question les concepts d'horaires fixes et rigides quand tout le monde travaille peut-être à des heures différentes. Et alors, troisièmement, parce que nous devons le faire, c'est parce que, franchement, c'est le tournant que prend le monde aujourd'hui. Nous magasinons en ligne, nous faisons nos opérations bancaires en ligne, nous socialisons en ligne et nous travaillons au gouvernement du Canada de plus en plus en ligne. Et je crois qu'au-delà de 2020, reconnaît très bien cette réalité et nous donne un assez bon cadre pour essayer de transformer la fonction publique dans une entreprise plus numérique. Alors, pour revenir un peu à mon équipe à l'école, écoute, nos clients sont les employés du gouvernement du Canada qui se trouvent partout au pays. Et je vais dire que nos cours, nos produits d'apprentissage doivent être informés par les perspectives régionales pour qu'ils soient efficaces. Alors, comme nous sommes également aussi responsables pour les produits d'apprentissage reliés à la formation sur le travail dans une équipe virtuelle, il vaudrait mieux que nous connaissions un peu le territoire, on va dire. Et le travail que nous faisons à l'école, selon moi, peut être effectué à n'importe quel moment et de n'importe où. Alors, ce sont, je crois, je dirais que ce sont nos habitudes et nos idées reçues qui nous poussent à nous rattacher à un lieu de travail physique ou un horaire bien précis, mais ce n'est pas nécessaire de travailler dans une telle manière. Quoi d'autre? Je dirais que pour nous autres, c'était tout nouveau. Les membres de notre équipe, c'était pour nous la première fois qu'on avait essayé de travailler dans une équipe virtuelle et un peu comme Jennifer l'a dit, on essayait plein d'outils, plein de méthodes de travail, on essayait des nouvelles technologies. Et je vais vous dire que certains, ça marche super bien. D'autres jours, ça marche moins bien, mais en général, on apprend beaucoup et on essaie de partager un peu notre expérience avec d'autres équipes. Je vais peut-être aussi dire que
écoute, c'est beau et bien que John et son équipe et Jennifer et d'autres que nous avons essayé cet expériment de travailler de façon virtuelle pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Et peut-être nous avons contribué un peu à une évolution graduelle de notre conception du travail. Mais au mois de mars cette année, écoutez, la COVID-19 s'est abattue sur nous et du jour au lendemain, des dizaines de milliers d'employés du gouvernement du Canada ont dû faire du télétravail pour la première fois dans leur carrière et sans préparation aucune. Alors, un bouleversement complet et total. Et je crois qu'il est important de reconnaître l'énorme différence entre le travail virtuel par intention et le travail virtuel par nécessité. C'est pas tout à fait la même chose. Je dirais bien qu'il y a des complexités additionnelles pour le télétravail pendant la pandémie, je le reconnais. Mais la vitesse et la profondeur de notre situation actuelle, la vitesse et la profondeur des changements pendant la pandémie sont profondes, je l'admets. Mais malgré ces défis et malgré le fait qu'il nous reste beaucoup de travail à faire, je considère en général la transformation du gouvernement du Canada en entreprise virtuelle jusqu'à présent un grand succès. Que vous soyez membre d'une équipe virtuelle depuis 2 ans comme Jennifer ou comme moi, ou depuis plus longtemps peut-être, ou que votre première expérience comme travailleur virtuel ait commencé le 16 mars 2020, je reste convaincu que les principes fondamentaux de la réussite du télétravail sont les mêmes, peu importe la circonstance ou les circonstances de leur adoption. Je vais peut-être partager que Jennifer a parlé un peu tout à l'heure des défis et au cours des 2 dernières années, notre équipe, nous avons interrogé plus de 3000 employés du gouvernement du Canada sur ce qui sont pour eux les plus grandes difficultés associées au télétravail. Et c'est important de voir que les réponses à cette question avant et après la pandémie n'ont pas beaucoup changé. Lorsqu'on demande aux fonctionnaires de choisir un seul mot pour décrire un peu ce qui serait pour eux la plus grande difficulté, il y a certains mots, il y a les mêmes concepts qui nous reviennent constamment. Et il y en a 5, je dirais, qui nous reviennent les plus souvent. Alors, il y a la communication, la technologie, l'engagement, la confiance et la résilience. Et je crois que nous avons tendance à voir le télétravail comme un défi technique ou un défi technologique. Mais je dirais que quand on regarde cette liste, 4 des 5 réponses relèvent des capacités humaines. Alors, non pas technologiques, mais humaines. Et je crois que c'est très important. Et donc, pour revenir un peu au cœur de la sujet de discussion aujourd'hui, c'est-à-dire comment tirer parti de l'expérience de ces derniers mois pour mieux nous positionner dans l'avenir, pour moi, ma réponse serait plutôt pragmatique. Je dirais que nous relevons ces défis et nous démontrons à tous les jours qu'il est absolument possible de travailler de cette façon. Et vous en avez parlé tout à l'heure, vous deux. Il s'agit d'abord et avant tout d'une question de mentalité. Et nous devons concevoir du travail d'une façon différente. Et on nous demande souvent à notre équipe quels sont les secrets de la réussite des équipes virtuelles. Et selon le temps dont on dispose, on peut donner 5 ou 10 ou 20, peut-être une centaine de trucs pratiques accessibles à tous pour décrire un peu comment le faire. Et je dirais qu'en général, ces trucs se résument dans 3 choses assez simples. La communication,
l'expérimentation et l'adoption d'une approche centrée sur les personnes. Et je serais heureux d'approfondir chacun de ces éléments au cours de la discussion aujourd'hui, si ça pourrait vous intéresser. Mais je vais peut-être préciser que lorsque notre équipe donne des trucs sur le télétravail à d'autres et le travail flexible, on s'assure toujours de dire voici ce que nous avons fait nous-mêmes et voici ce qui fonctionne pour nous, mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas des équipes qui sont identiques. Nous effectuons des travaux différents, nous appartenons à des organisations différentes, nous avons des structures d'équipe et des cultures différentes et par conséquent, ce qui fonctionne super bien pour nous ne serait peut-être pas la solution idéale pour d'autres équipes. Mais je crois que si nous nous parlions et si nous partageons nos meilleures pratiques, on va s'arriver quand même. Alors, peut-être avant d'arrêter, je dirais tout simplement que je crois que le point de départ doit être d'avoir le bon état d'esprit, qu'il faut absolument que nous repensons notre façon de voir le travail, ce que nous percevons aujourd'hui comme une nouvelle forme de travail, peut-être à distance et flexible, je crois, sera bientôt au cœur du concept même du travail. Et pourquoi? Je reviendrai sur les 3 points que j'ai partagés au début, parce qu'à mon avis, nous pouvons le faire, nous devrions le faire, et parce que nous devons le faire. Alors, merci Joshua, je te repasse la parole. Parfait, merci beaucoup John. C'est bon de voir la façon dont on peut avoir ces types de changements du haute gestion, alors du niveau EX. Et certainement, je pense que l'histoire, ça va être un peu différent pour chacun. Je vais juste introduire nos 3 autres panélistes. Alors, on a Melanie Copeland, qui est la directrice par intérim au Bureau des services numériques et de la transformation à Transport Canada. On a Laura Colella, qui est le chef de programme pour les agents libres du Canada, qui finissent maintenant, je pense, le programme de recrutement de cet automne. Alors, c'est certainement un temps assez busy pour vous. Alors, merci pour nous joindre aujourd'hui. Et puis, on a Paul Keller, qui est le chargé de projet pour l'aide d'innovation du Conseil fédéral de Québec. Alors, on va commencer avec l'histoire de Melanie et puis Laura pour comment ils ont été impliqués à FlexGC et puis leur parcours. Alors, Melanie, à vous. Parfait, merci beaucoup, Joshua. Bonjour à tous, je suis tellement contente d'être ici aujourd'hui. Je suis Melanie Copeland, la directrice par intérim du Bureau de portefeuille de transformation à Transport Canada. J'aimerais aussi remercier les organisateurs d'avoir demandé à une franco-ontarienne de suivre quelqu'un comme John avec un bel accent parisien. Donc, mille merci pour cela. Je suis vraiment contente de partager avec vous aujourd'hui l'histoire de transformation à Transport Canada. Vous avez certainement vu un article circuler dans les nouvelles pendant la pandémie que Transport Canada prenait une position assez ferme sur le travail à distance. Et je suis ici pour vous raconter vraiment comment on s'est rendu à ce point-là et quelles sont les considérations importantes pour notre futur à Transport Canada. Donc, une fois que la pandémie nous a frappés en mars, on avait réussi à transférer 90 employés au travail à distance, au travail à la maison en un seul week-end. Et cela sans avoir besoin de recourir au plan de continuité des activités. C'était vraiment grâce au travail qu'on avait fait sur notre plan de transformation. Donc, en 2015, on était dans une situation assez particulière et on a dû vraiment réviser la façon qu'on fournissait nos inspections, la façon qu'on livrait nos services et vraiment réévaluer comment on avait structuré nos équipes et ainsi de suite. Donc, on a créé vraiment un plan
pour nous aider à bien se préparer pour tous les changements qu'on voyait dans l'environnement, surtout en transport, avec toutes les nouvelles sortes de machines qui rentraient dans l'environnement. Et on se trouvait dans une position où que c'était difficile de répondre aux demandes. Donc, on a créé une vision d'être agile, intelligent et fiable. Et sous cette vision, on a créé 5 piliers de transformation. Des politiques et des programmes intelligents, des innovations dans l'espace des services, la transparence et de la confiance du public, des décisions fondées sur les données, et une main-d'œuvre moderne et inclusive. Et ça, c'était vraiment pour représenter tout l'effort qui avait été fait sur le côté Beyond 2020, au-delà de 2020. Donc, c'était vraiment pour s'aligner avec soit les nouvelles directives qui sortaient du Conseil du Trésor ou vraiment des changements qu'on voyait dans notre environnement. On voyait une nouvelle population de gens rentrer dans le marché avec des nouvelles attentes, que ce soit envers les technologies ou les méthodes de travail. Et comme j'ai dit il y a quelque temps, c'était vraiment des nouveaux moyens de transport et on trouvait ça difficile à réagir de façon rapide. Donc, avec notre plan en place, on avait commencé à construire un environnement ou une infrastructure vraiment robuste. On avait déjà des gens qui travaillaient à distance, à temps partiel ou à temps plein à la maison. On avait commencé des plans pour du Wi-Fi. Et c'est vraiment le Wi-Fi qui avait déclenché nos comportements numériques. On était maintenant capable de se rendre dans notre rencontre avec notre tablette, tous les fichiers disponibles, et on commençait à agir un peu différemment, ce qui nous a vraiment bien préparé une fois qu'on travaillait de la maison. On avait déjà ces attentes-là en place. On voulait développer une main-d'œuvre mobile, donc tout le monde avait des tablettes, des téléphones cellulaires. Donc vraiment, grâce à l'initiative Cut the Cord ou couper le cordon en français, on avait adopté des outils numériques, donc MS Teams. On avait déjà MS Teams avant la pandémie, donc ça nous a vraiment aidé avec la transition. On encourageait aussi déjà beaucoup d'outils de collaboration, la présence en ligne et vraiment le travail ouvert. Et vraiment, on a besoin de remercier Shared Services. Ils nous ont tellement aidés avec cette transition. Donc, c'était vraiment grâce à eux qu'on a été capable de vraiment bien supporter nos employés. Pendant la crise, on a mis d'autres choses en place. Donc, on a solidifié notre infrastructure technologique, donc plus de capacité avec les réseaux. On a permis à plus d'employés d'être mobiles, donc d'autres tablettes, d'autres téléphones. On a aussi créé un kiosque TI sur MS Teams, donc c'était vraiment facile de poser des questions en utilisant le chat. Pas besoin d'attendre en ligne sur le téléphone. Et on a augmenté l'accès aux outils numériques. Alors, les considérations importantes aujourd'hui, vraiment, c'est comment est-ce qu'on peut commencer à vraiment être numérique en premier, digital by design. Donc, comment est-ce qu'on peut rendre d'autres processus numériques? Pendant la pandémie, il fallait transférer certains de nos centres de transport Canada, les centres en personne, il fallait les transférer de façon numérique. Puis maintenant, on se demande, y a-t-il d'autres services ou d'autres programmes qu'on pourrait transformer pour être numérique en premier? Donc, on est en train de regarder des choses comme ça. Puis la raison pourquoi le sous-ministre voulait vraiment supporter le travail à distance, c'est on sentait vraiment l'inquiétude des employés et l'incertitude des employés concernant le futur. Et certaines personnes nous montraient qu'ils devaient prendre des décisions importantes concernant leur vie, où ils voulaient vivre, est-ce qu'ils vont arrêter de payer leur parking au centre-ville, etc. Donc, c'était important pour lui de vraiment sortir avec un message ferme et un message un peu futuriste pour dire vraiment, voici le futur.
soyez rassurés qu'on va vous supporter avec le travail à distance et commençons les démarches pour vraiment créer un Transport Canada qui travaille de façon virtuelle. Mais ceci dit, les exécutifs veulent vraiment pas que ça soit forcé sur les gens. Donc, les gens ont encore l'opportunité de travailler vraiment d'un des centres de Transport Canada. Donc, ils n'ont pas nécessairement besoin de travailler de la maison, mais c'est certainement encouragé. On a aussi réalisé avec nos discussions qu'il y a certains rôles que c'est important de faire en personne. Quand tu regardes le rôle des inspecteurs, par exemple, c'est important d'avoir de la visibilité avec la communauté. Ils vont jouer un rôle d'éducateur un peu avec les diverses communautés. Donc, c'est important d'avoir une présence physique ou d'aller inspecter, que ce soit les bateaux ou les avions ou quoi que ce soit et de voir les objets en personne. Donc, l'inquiétude continue à être, écoute, si je veux retourner au travail, comment est-ce que Transport Canada va me supporter ou me protéger si je veux retourner à l'environnement physique. Donc, on a mis toutes sortes de procédures en place. Et les conversations maintenant, c'est vraiment comment créer un environnement hybride et comment guider les gestionnaires à gérer des équipes hybrides, soit des équipes qui sont virtuelles et en personne. Donc, je vais vous montrer un peu nos guiding principles pour notre approche vers le futur. Donc, c'est vraiment de regarder à l'approche hybride, de supporter le choix des employés, de vraiment utiliser le travail à distance comme un outil pour agrandir notre diversité, notre représentation des citoyens canadiens, de s'assurer qu'on a des outils et des conseils en place pour supporter les gestionnaires, que ce soit leur santé mentale ou comment gérer des équipes virtuelles. Donc, on a créé un jeu disponible sur notre GitHub. Je vous encourage de le visiter avec toutes sortes de conseils pour supporter les connexions sociales pendant le travail à distance et il y a d'autres jeux qui vont sortir bientôt. Et vraiment, quelles sont les compétences requises pour effectivement gérer des équipes virtuelles. Donc, on a notre vision, on commence à mettre nos pratiques de gestion en place, on a notre infrastructure, on commence à réviser nos politiques et on applique beaucoup de gestion de changement pour s'assurer que tous les voix sont bien représentées et que tous les inquiétudes sont bien adressées. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup, Mélanie. Et c'est intéressant de voir avec Transport comment les changements avant COVID ont eu une place importante pour changer l'environnement pour le travail virtuel, pour que les personnes avaient les outils. Et c'était le cas de comme utiliser ces outils et de comme utiliser ces changements pour continuer le travail à distance. OK, maintenant, on va aller à Laura Colella, qui est, comme j'ai mentionné, le chef du programme des agents libres. Alors, Laura, à toi. Je veux commencer à vous dire que je suis super contente d'être ici aujourd'hui puis de voir les efforts de l'équipe du réseau FlexGC. Non seulement parce que la flexibilité est une priorité pour moi depuis mon arrivée dans la fonction publique il y a une douzaine d'années, mais parce que je pense que cette initiative est incroyablement importante pour maximiser la productivité au sein du gouvernement du Canada. Personnellement, je ne peux pas être restreinte à un bureau ou à une routine. J'en fais presque des allergies. Donc, ça fait partie de mes valeurs en tant que principe fondamental, cette flexibilité-là au milieu de travail. En 2017, j'ai eu l'occasion de me joindre aux agents libres. J'ai été embauchée comme agente libre tout d'abord, mais ensuite, j'ai pris le rôle de chef de programme des agents libres en 2019. Avec tout ça est venue une flexibilité bienvenue dans ma manière de travailler. D'ailleurs, j'ai même pas de bureau dans aucun édifice de la fonction publique. J'ai commencé à travailler à la maison lorsque j'ai commencé mon rôle. Et dans la période pré-COVID, je me promenais de ministère en ministère à agence pour des réunions diverses. Je rencontrais des gens dans des cafés, des fois dans des parcs s'il faisait beau, un peu partout. Il y avait énormément de flexibilité.
Pour ceux qui nous connaissent moins ou pas, les Agents libres du Canada, on est un groupe d'employés permanents du gouvernement du Canada qui avons comme tâche de travailler sur des projets à court terme, principalement au sein de la fonction publique. On bouge de ministère à ministère, généralement selon les besoins, mais pour des périodes qui vont de quelques mois à 6 mois, 12 mois, 18 mois et des fois plus que ça. On a aussi des agents libres partout au Canada, à partir de la Colombie-Britannique jusqu'à l'île du Prince-Édouard et sans oublier les territoires. On recrute, chez nous, les agents sur la base de 14 attributs, notamment certains des attributs, par exemple, on parle de créativité, de résilience, la capacité à résoudre des problèmes, l'empathie, le courage et d'autres. Ces attributs font en sorte que, naturellement, on embauche des gens qui sont flexibles et qui utilisent leur talent pour s'épanouir là où ils se trouvent. On n'est pas meilleur que les autres fonctionnaires, mais parce qu'on demande aux agents libres d'être adaptables, flexibles et créatifs dans leur travail comme défaut, ça l'amène une aisance avec tout ce qui n'est pas traditionnel. Et c'est le genre de choses qui vraiment m'allument et qui viennent me chercher. C'est aussi les choses qui, essentiellement, cette manière de travailler fait en sorte qu'on donne la permission aux gens de travailler dans un environnement et dans des circonstances qui leur permettent de réussir et d'être heureux dans leur carrière et ainsi de mieux servir les besoins des ministères et des agences dans lesquelles ils se retrouvent. En conséquence, donc, d'offrir de meilleurs services aux Canadiens et aux Canadiennes. Mais tout ça requiert un changement de culture. Les agents libres, c'est la mobilité et l'autonomie. On donne implicitement une permission aux fonctionnaires d'être en contrôle de leur carrière et de travailler sur des projets qui les passionnent dans la flexibilité dont ils ont besoin. Je peux vous dire que généralement, je parle à beaucoup de gestionnaires au sein de la fonction publique et que dans la période pré-COVID, il y avait clairement une résistance à l'embauche de gens qui veulent travailler de manière flexible ou qui ne se trouvent pas dans la région de la capitale nationale. J'entends principalement deux choses. On n'a pas les réseaux informatiques pour accommoder les besoins et notre culture interne ne le permet pas. Aujourd'hui, les choses ont changé. Un des commentaires que j'ai entendu à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie a trait à la facilité avec laquelle les agents libres se sont adaptés à la réalité du télétravail qui est venue avec la pandémie. Mais la réalité, c'est que notre programme est en principe c'est un réseau qui opère dans un nuage. Donc, on donne cette permission implicite aux gens d'être flexibles. Ça fait partie de notre manière de penser. Aujourd'hui, lorsqu'on parle aux gestionnaires, on nous dit toujours « Oui, on va embaucher des gens, peu importe où ils se trouvent, parce que de toute manière, on travaille tout le monde à la maison, on travaille tout le monde à l'extérieur d'un bureau physique. » Par contre, quand on me dit ça, je sens une temporalité qui est non permanente à cette manière de travailler. Je ne pense pas qu'on devrait s'asseoir sur les gains qu'on pense qu'on a fait dans les derniers 9 mois. Réalistiquement, la seule chose qui a changé, c'est qu'on ne peut pas aller au bureau. Mais qu'est-ce qui va arriver une fois qu'on pourra retourner dans les bureaux? À ce point-ci, on ne peut plus dire que le système ne peut pas gérer une fonction publique qui travaille à distance. L'enjeu va être de changer les habitudes et les réflexes qui sont bien ancrés chez nous. Je vais mettre un peu la face sur une des grosses opportunités qui s'offrent à nous dans le contexte actuel, et c'est la possibilité d'attirer à la fonction publique des gens de partout au Canada. Imaginez une fonction publique qui représente les Canadiens d'un bout à l'autre du pays. Une des meilleures choses dans mon rôle, c'est d'entendre les fonctionnaires, les agents libres qui sont partout au pays, qui me disent qu'ils se sentent comme si le programme des agents libres leur ouvre la porte à des options de travail qui ne leur étaient pas offertes avant. Mais on le sait, on n'est pas obligé d'être assis à Ottawa pour obtenir des résultats. D'ailleurs, pour pousser un peu les choses, on a même un agent libre qui a travaillé pendant plusieurs mois à partir de la Nouvelle-Zélande. Il a été capable de faire son travail quand même. Une des fonctions essentielles que nous devons travailler, c'est d'assurer que les gestionnaires ont l'appui nécessaire pour gérer et appuyer les employés, peu importe là où ils se trouvent. On a trop d'exemples aujourd'hui pour suggérer que ce n'est plus possible. Mais chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Et je crois que les agents libres sont particulièrement bien positionnés pour agir comme leaders d'influence dans leur milieu de travail. Parce qu'on bouge beaucoup et compte tenu des rôles qu'on a tendance à jouer, il devient primordial que l'on prenne une position avec une vue d'ensemble sur cette situation.
à titre de programme qui veut amener une solution novatrice à la manière dont on gère les ressources humaines au sein de la fonction publique, on a un rôle important à jouer. L'influence de chacun des agents libres est importante dans le système. On a contribué depuis le lancement du programme à 45 ministères et agences de la fonction publique. Mais pour y arriver, il faudra être intentionnel dans notre approche au travail flexible. Pour ma part, je peux vous dire que je prends un engagement à continuer à appuyer la flexibilité en milieu de travail. Je m'engage à assumer un rôle de leadership lorsqu'il s'agit d'influencer les politiques du gouvernement en matière de flexibilité. Si on travaille ensemble et si on engage les cadres exécutifs et les gens qui ont de l'influence dans nos ministères et agences, on peut vraiment influencer le changement positif qui concerne la manière dont nous travaillons. Mais chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Puis ça, je vous donne comme un conseil qui s'applique aussi, mais de manière générale dans nos carrières. Chacun d'entre nous avons le pouvoir de changer les choses. La meilleure manière de perdre ce pouvoir, c'est de le donner aux autres. Lorsqu'on ne prend pas contrôle d'une situation, et ici on parle du besoin de travailler de manière flexible, on le donne à quelqu'un d'autre. Il faut qu'on se rappelle constamment de la vitesse à laquelle la fonction publique, dans le cadre de la COVID-19, s'est adaptée à la nouvelle réalité. C'est une histoire que nous devons continuer à partager. On a été forcés à faire de gros progrès dans les derniers mois. La seule manière de s'assurer de ne pas perdre ses acquis, c'est de continuer à influencer le changement de culture, tant au sein de la fonction publique qu'au sein de la culture canadienne en général, en soulignant ses gains et en continuant à faire preuve de courage pour influencer le système de manière positive, avec ce que nous, on aime appeler une disruption positive du système. OK, parfait. Merci beaucoup, Laura. Et c'est important de voir, je pense, comme les agents libres ont été des agents de changement de culture pendant les dernières comme 4 et 1/2 années, de voir comment ils peuvent influencer la situation maintenant. Et puis, je pense que les contributions sont très claires. Alors, maintenant, on va parler à Paul Keller qui va nous parler de comment vous pouvez vous impliquer et vous pouvez devenir les agents de changement dans cette changement de culture. Et puis, après ça, on va aller à une période de questions et réponses. Et comme on a dit auparavant, c'est avec le bouton de main levée pour donner les questions. Alors, à vous, Paul, et puis après, on va changer la période de questions et réponses. Merci. Merci beaucoup, Josh. Effectivement, je vais parler de ce qu'on peut faire pour aider, mais je veux quand même commencer par faire une petite mise en contexte. Comme tu as mentionné, là, je suis un chargé de projet au Lab d'innovation du Conseil fédéral du Québec, où notre rôle, là, c'est de supporter les ministères au Québec, particulièrement, ministères fédéraux au Québec. Je vais quand même vous parler de mon histoire un petit peu parce que je pense qu'il y a un thème récurrent qu'on entend aujourd'hui, puis elle va transparaître dans ce que j'ai à vous dire. Depuis ces derniers mois, je fais souvent référence à mon long périple. Donc, mon périple, en fait, a débuté en février dernier quand le Conseil fédéral du Québec m'a choisi comme gestionnaire du Salon d'innovation 2020 à Québec. Mais malheureusement, les ambitions d'organiser un événement en personne là, sont très vite tombées à l'eau. Et on a dû effectivement se pencher étroitement sur le futur de ma micro-mission. Je dois dire que j'ai eu de la chance, autant dans mes 7 ans à l'Agence du revenu du Canada qu'au Conseil fédéral du Québec, d'avoir eu des gestionnaires à l'affût de qui j'étais. Donc, des gestionnaires qui m'ont offert et qui m'ont permis de saisir des opportunités, dont celle qui a découlé de cette micro-mission-là, qui était d'aller travailler avec l'équipe de renouvellement de la fonction publique au bureau du conseil privé. Dans l'équipe de Jennifer Thorne se présente aujourd'hui. Et dans cette équipe-là, il y avait une agente lead, justement nommée Natasha Fraser. Hi Natasha, qui m'a invité à FlexGC.
Et je vous dirais que depuis que j'ai intégré ce réseau-là, j'ai plus jamais quitté parce que je crois énormément en leur mission. Donc, depuis le mois d'août, je suis un chargé de projet au lab. Je suis situé physiquement dans la ville de Québec, tandis que mon équipe, elle, est à Montréal. Et j'ai vu mon gestionnaire là, une seule fois en personne. Pourtant, on se connaît énormément maintenant. Et mes autres coéquipiers aussi. Et les gens de FlexGC, quant à eux, j'en ai jamais vu aucun en personne. Mais ça ne nous a pas empêché là, de tisser des beaux liens ensemble. Donc, si le lieu géographique avait été un enjeu pour l'équipe du lab, je ne serais pas ici avec vous aujourd'hui. J'ai été chanceux parce que le lab disposait de tous les outils nécessaires pour le travail à distance, dont connexion VPN, ordinateur portable, téléphone, tout ça. Mais je pense que ces derniers mois ont pu démontrer que notre fonction publique est réellement agile, inclusive et outillée. Et mon histoire en est un exemple. Donc, agile, car on a su démontrer être en mesure de répondre aux besoins des Canadiens, malgré les contraintes physiques et psychologiques occasionnées par la pandémie. Outillé, car nous avons su accorder rapidement aux employés du gouvernement du Canada un accès à distance à grande échelle. L'intelligence collective que nous avons pu développer et partager dans le domaine de la dextérité numérique est un fier exemple de notre adaptabilité. Notre priorisation du bien-être et de la santé mentale des employés et de celle de la population canadienne est un autre exemple de notre fonction publique humaine. Notre fonction publique est aussi inclusive parce que le travail à distance offre l'opportunité aux personnes en régions plus éloignées, notamment certaines communautés autochtones, de travailler pour une fonction publique représentative de la population qu'elle dessert. Et Laura l'a très bien mentionné tout à l'heure. Ça permet aussi d'offrir des emplois plus diversifiés aux employés en région. Il y a aussi plusieurs activités de collaboration horizontales pan-canadiennes qui sont aussi le fruit de nos adaptations pendant cette pandémie, excusez-moi. Cela dit, il y a beaucoup de travail à faire pour se positionner là, afin d'obtenir des environnements là, de travail plus souples, y compris des changements politiques, des améliorations de processus, de technologie, la redéfinition là, de la façon dont nous mesurons les résultats et la productivité. Chacun d'entre nous, en tant que fonctionnaire, peut jouer un rôle dans la façon dont nous travaillons ensemble et que nous interagissons les uns avec les autres au sein de ses propres équipes de travail. Donc, ça inclut des réflexions sur des choses comme s'assurer que les réunions soient numériques par défaut, afficher des emplois qui sont ouverts partout au Canada, se concentrer sur des tâches axées sur les résultats, prioriser la santé mentale, celle de votre équipe, tester et augmenter votre niveau de confort avec les outils numériques. Et c'est pour en nommer quelques-unes, et je le rementionne, il y en a beaucoup là-dedans qui sont des thèmes récurrents aujourd'hui. Donc, la fonction publique du Canada est reconnue comme une fonction publique de calibre mondial. Par contre, pour continuer de l'être, nous devons faire évoluer nos pratiques en milieu de travail afin de suivre les tendances actuelles qui nous permettent d'améliorer l'expérience de travail des employés et de recruter et de retenir le meilleur talent de partout dans le pays. Et c'est dans cet esprit que FlexGC, que nous lançons un mouvement aujourd'hui. Et j'ai l'énorme plaisir de vous présenter le mouvement des nomades numériques de FlexGC. Donc, un nomade numérique, c'est quelqu'un qui croit que les bénéfices de travail flexible dépassent les inconvénients. C'est quelqu'un qui souhaite aider à générer des changements positifs dans le GC sans devoir travailler à distance tous les jours pour autant, car nous respectons les gens qui souhaitent retourner au bureau à temps plein ou à temps partiel, peu importe la raison. L'environnement de travail étant
toutefois transformés à jamais par la COVID. Nous devons aussi supporter ceux que la transition vers les nouveaux environnements de travail sera plus difficile. Et sachez que FlexGC, FlexGC devrais-je dire, et ses nomades seront à leur côté. Donc, signer la promesse des nomades numériques de FlexGC, c'est une promesse qui est disponible en ligne et dont on va vous partager l'information. Elle sera aussi disponible sur nos plateformes de communication, dont Twitter. C'est en commercial FlexGC Info que vous pouvez trouver ça. Et donc, en remplissant cette promesse-là, vous allez démontrer votre support pour ce mouvement. Donc, aidez-nous à promouvoir la conservation des acquis qui nous ont été des plus bénéfiques et qui continueront de l'être pour la suite. Restez anonyme si vous voulez, ou vous pouvez signer avec votre nom. Vous pouvez aussi cocher des actions concrètes qui vous branchent. Rédigez votre propre version de la promesse et si vous le souhaitez, autorisez-nous à la partager avec vos collègues fédéraux. Toutes ces actions nous aideront à supporter nos hypothèses actuelles, soit que la fonction publique et les gens qui en font partie seront meilleurs dans un modèle flexible. Excellent. Merci beaucoup, Paul. Et je pense que c'est une initiative très importante à ce temps parce que je pense qu'on a vu avec certains départements qu'ils ont adopté la mentalité de numérique par défaut ou de travail à distance par défaut et plusieurs n'ont pas. Alors, je pense que c'est important de voir pourquoi c'est important aux employés, pourquoi on devrait avoir ces mentalités que le travail peut être fait de n'importe où pour la plupart des positions dans la fonction publique. Alors, on va commencer avec une question. Alors, la première question, c'est le travail est une chose que vous faites et non un endroit où vous allez. Pour ceux qui travaillent pour des ministères qui n'ont pas adopté la mentalité du numérique par défaut, que suggérez-vous pour que nous pourrions faire pour commencer à adopter ces mentalités et ces comportements et gagner l'adhésion? Qui veut commencer pour cette question? Jen, à vous. Parfait. Donc, je pense que la première chose, il faut aller signer et devenir un nomade, vous aussi. Mais je pense que c'est comme plusieurs en ont parlé lors de leur présentation, une personne peut vraiment faire une différence au sein d'une organisation. Et donc, je vous encourage tous à peut-être à nous suivre. Si vous avez besoin d'articles, d'arguments envers les avantages du travail numérique et à distance et toute la productivité qui peut en découler, les avantages et tout ça, on va vous en fournir via le réseau. Il y a beaucoup d'informations qu'on est capable de vous offrir. Mais j'encouragerais aussi les gens de s'impliquer dans des réseaux comme les jeunes fonctionnaires, où il y a plein d'autres types de réseaux au sein de vos ministères, où est-ce que vous êtes capable d'avoir une influence sur d'autres personnes dans vos ministères. Et ces réseaux-là ont un pouvoir aussi d'influence dans la gestion. Moi, j'ai eu vraiment l'occasion dans ma carrière d'avoir beaucoup d'expérience, d'implication et la perspective que ces communautés-là peuvent apporter et pour faire surtout des changements de culture, un peu, on met des obstacles et souvent, c'est les communautés qui trouvent toutes les solutions pour dépasser et démanteler les obstacles. Donc, ça serait pour moi certaines des choses concrètes là, à partager. Puis, je pourrais aussi partager, moi, je travaille au bureau du conseil privé. Puis, il y a des choses qui sont difficiles, des fois, des changements qui sont de la culture difficile à changer. Mais écoutez, en 2015, on avait un gouvernement qui est rentré où est-ce qu'ils ont demandé tous leurs carters de brefage de façon numérique. Et donc, il a fallu que le ministère se revire très rapidement. Donc, même sur le bureau du premier ministre demandait des choses de façon numérique. On avait encore beaucoup de pratiques de cartables papier qu'il fallait assembler, remplacer à toutes les fois qu'on changeait une virgule dans une note de brefage.
Et je pense que la pandémie a vraiment changé, là, a forcé un changement de la culture au sein de la fonction publique à l'intérieur du bureau du conseil privé. L'équipe que j'avais dû quitter en 2018 parce qu'on travaillait dans un domaine qui était très sécurisé. Tout était secret. On avait un système séparé dans lequel on travaillait. C'était très difficile d'avoir accès à ce genre de système-là et vraiment pas fiable à distance. Donc, j'ai quitté ce poste-là, mais j'ai une de mes collègues qui, cette année, a eu la permission de déménager en Nouvelle-Écosse et faire son travail de cadre à partir de la Nouvelle-Écosse. Donc, on voit qu'avec l'appui de la gestion, une volonté, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont possibles. Donc, c'est ce que je partageais. Merci, Jen. Et Mélanie, à vous pour partager vos pensées sur cette question. Merci beaucoup. Écoute, comme Jen l'a mentionné, commence vraiment avec vous-même. Donc, soyez assurés que vous pouvez quand même commencer un changement avec les gens qui sont autour de vous, dans votre équipe. Commencez à utiliser des méthodes de travail modernes et d'une façon ou d'une autre, influencer les gens autour de toi, encouragez-les à utiliser les mêmes méthodes de travail. Il y a certaines choses que vous pouvez utiliser pour supporter votre code d'affaires, donc les standards numériques et la politique sur les services et le numérique. Donc, je vous encourage de bien lire ces directives. Il y a des ressources exceptionnelles et les standards numériques, c'est pas juste pour les gens qui travaillent en TI, c'est vraiment pour n'importe qui veut travailler de façon efficace dans un environnement numérique, in the digital age. Donc, vraiment, c'est ça que je voulais vous mentionner. Si vous voulez m'envoyer une note @Copeland 309, je serais contente de partager avec vous vraiment la façon que Transport Canada a commencé in the early days avec notre transformation numérique. Écoute, on était vraiment seuls. Comme je me rappelle, 2018, on se disait, OK, à qui est-ce qu'on parle? Y a-t-il d'autres gens qui sont aussi intéressés que nous avec la transformation numérique? Donc, c'est pas évident au début, mais commencez tranquillement à créer votre réseau et trouver des gens comme FlexGC, comme les gens qui sont en ligne aujourd'hui, avec qui vous pouvez partager des conseils, des choses comme ça. C'est tout pour moi, merci. Certainement. John, d'autres pensées? Oui, merci. C'est une excellente question et je crois que, comme Jennifer l'a dit tout à l'heure, ça prend seulement une personne de commencer une révolution culturelle. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais ça vaut la peine de poser des questions et de demander pourquoi on ne pourrait pas le faire ou de proposer un projet pilote et pour démontrer que c'est bien possible. Dans notre équipe, il y a des fonctions où on m'avait dit « Oh, John, impossible que ton adjointe travaille à distance de Ottawa. » Oui, on va essayer, on verra. Et en fait, ça marche très bien. Mon adjointe ne travaille pas à Ottawa. Et on a trouvé des méthodes de communication qui sont ni mieux ni pire que les méthodes de communication en personne et on a essayé une nouvelle approche et ça a bien marché. Alors, je crois que chacun d'entre nous peut démontrer, il peut apporter son leadership à ces changements et je crois que comme mes collègues l'ont dit, il y a beaucoup de produits et beaucoup de connaissances au sein de la fonction publique à partager. Et pour appuyer un peu ce que Paul a partagé ce matin, moi déjà, j'ai signé la promesse ce matin et je suis fier d'être nomade numérique. Alors, avec ça, j'arrêterai là. Merci. Paul, à vous. Oui, très content de l'entendre, John. Moi, quand j'entends cette question-là, il y a un mot qui me vient en tête, là, une couple, là, mais le plus important, à mon avis, c'est l'empathie. On est entouré de gens qui, dans les faits, ne sont pas fermés nécessairement à la technologie, mais qui en ont franchement peur. C'est déstabilisant de s'attaquer à des nouveaux outils. Disons-le, il y en a qui sont très complexes. Donc, évidemment, c'est
à considérer là, si on intègre un nouvel outil dans une équipe qui n'a pas tant de dextérité numérique, ben, c'est de choisir les outils en fonction de ça, puis d'y aller peut-être d'une manière un peu plus simpliste pour commencer. Donc, il y a l'empathie qui est très forte. Donc, on veut créer du changement. Donc, on peut le faire seul, mais en ayant une très bonne compréhension de comment les autres vivent la situation, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir réussir à les convaincre. Donc, l'empathie, aussi d'instaurer la notion que l'échec, c'est de l'apprentissage accéléré, que c'est correct de se tromper, d'itérer. Alors, on peut essayer un outil pendant une certaine période. Ça fonctionne super bien. Mais là, pouf, il y en a un meilleur qui sort. Et donc, pourquoi pas faire l'investissement? Oui, ça nous rend inconfortable temporairement, mais investissons à migrer vers cette nouvelle plateforme-là qui va nous rendre plus optimales dans nos opérations. Alors, c'est de toujours être, parce qu'on va se le dire aussi, les choses changent tellement rapidement que quand vous avez procédé à votre analyse initiale, quand COVID est arrivé, pour déterminer les outils à utiliser dans votre équipe, ben aujourd'hui, ces outils-là ont déjà évolué énormément et donc votre analyse initiale, c'est-à-dire la conclusion de votre analyse initiale ne serait peut-être pas la même aujourd'hui avec les nouveautés. Alors, c'est ce que j'aurais à dire là-dessus. Parfait. Merci, Paul. Oui, je pense que c'est bon d'avoir la flexibilité de changer les outils et de changer l'approche pour le télétravail quand on a des mois et des années d'expérience en le faire. Pour la deuxième question, que pouvez-vous dire aux gestionnaires qui dirigent virtuellement des équipes pour la première fois? Je vais juste commencer par dire que FlexGC et puis la communauté nationale des gestionnaires ont certainement des outils pour gérer ce type de circonstances. Je pense que c'est vraiment différent pour chaque gestionnaire et pour chaque type de travail. Mais John, on va aller à toi pour vos premières pensées. Oui, merci Joshua. Écoutez, à l'école, on a plusieurs produits d'apprentissage qui visent un peu les gestionnaires. Et moi-même, on m'a invité à parler à des équipes de gestion plusieurs fois depuis le mois de mars. Et je reviendrai peut-être aux 3 points que j'ai soulevés lors de mon introduction et qui sont peut-être liés à ce que Paul vient de partager. Pour moi, les 3 choses qui sont les plus importantes et que je dis toujours aux gestionnaires, les meilleures pratiques seraient premièrement d'avoir plusieurs canaux de communication qui sont ouverts et que les communications soient aussi faciles et inclusives que possible. Il y a des gens qui préfèrent communiquer par vidéoconférence, d'autres par téléconférence, d'autres par chat. Alors, c'est bien que si chacun d'entre nous puisse dire à nos collègues quelles sont nos propres préférences et de leur éviter à partager les leurs. Deuxièmement, cet esprit d'expérimentation, comme Paul l'a dit, écoutez, nous, on essaie beaucoup d'outils, on essaie plein de nouvelles approches. Il y en a qui marchent bien, il y en a qui marchent moins bien, mais on s'était mis d'accord dès le début que notre équipe allait essayer plein de nouvelles technologies et quand ça marche bien, c'est parfait, on continue à utiliser ces technologies. Quand ça marche moins bien, on peut très vite dire non, celle-là n'a pas marché, alors on la met de côté. Et la troisième chose, c'est comme je l'ai dit, adopter une approche qui met l'emphase sur les personnes et sur la partie humaine. C'est d'apporter toute son intelligence émotionnelle et son empathie et son désir de grandir et d'apprendre de nouvelles choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
les défis que les participants à nos événements identifient, il y en a 5, il y en a seulement un qui est un défi technologie, les autres sont tous des défis humains et c'est là où on devrait mettre l'emphase. Alors, oui, voilà, merci. Oui, merci, John. OK, à toi, Mélanie. Merci beaucoup. Vraiment, pour faire suite à ce que John mentionne, qu'est-ce que j'ai trouvé de vraiment important avec la transition au travail à la maison, au travail à distance, c'est vraiment de créer des relations, des amitiés avec vos employés, avec vos collègues. Étant donné qu'on n'a plus cette présence physique, c'est tellement important d'investir du temps dans votre semaine, à chaque semaine, avec les gens qui sont, avec les gens avec qui vous travaillez ou que ce soit vos clients ou des gens que vous voulez ajouter à votre réseau. Donc, de prendre du temps, de faire des appels téléphoniques, des MS Teams, du chat. Je regarde en ce moment notre jeu sur GitHub pour établir des liens sociaux avec les équipes à distance. Et dans notre jeu, on recommande qu'est-ce qu'on appelle des sync-up ou des stand-up quotidiens. À chaque matin, on vérifie comment vas-tu. Y a-t-il des choses qui bloquent dans ton travail? Comment vas-tu d'un niveau charge de travail, bien-être, santé mentale? Comment ça va à la maison, ainsi de suite? On avait commencé ces stand-up-là au début avec COVID, mais on a trouvé ça vraiment utile à utiliser comme technique, comme outil, plusieurs mois plus tard. Aussi pour vraiment créer une amitié avec tes employés, un esprit d'équipe. On a toutes sortes de suggestions. Vous pouvez faire des thèmes pour vos rencontres d'équipe avec MS Teams. C'est tellement fun. Tu peux changer le background. Donc, on s'amuse vraiment là-dessus. Il y a toutes sortes d'outils de collaboration en ligne que vous pouvez utiliser aussi pour vous aider à se sentir comme vous êtes dans la même pièce. Donc, les Miro boards, par exemple, que vous pouvez jouer avec des post-its. Donc, c'est vraiment amusant. Il y a plusieurs outils à votre disposition. Donc, c'est ça. Je vous laisserai juste avec l'importance de créer de la confiance et des bonnes relations avec les employés. Oui, certainement. Alors, on va passer à la troisième question. Alors, la troisième question, c'est difficile. Nos amis et nos collègues nous manquent. Nous avons des enfants à la maison. Certains d'entre nous sont seuls. Comment trouver des ressources de pleine conscience? Alors, Jen, on va commencer avec toi. Merci, Josh. Puis je pense qu'on en a déjà touché un petit peu, mais nous, vraiment avec le réseau FlexGC, on a une page avec plein de ressources qui sont toutes organisées puis qui touchent vraiment plein de ces sujets-là. En plus, on a fait des partenariats avec des organisations comme le Réseau des jeunes fonctionnaires ainsi que la Communauté nationale des gestionnaires pour offrir des sessions qui sont axées sur certains de ces domaines-là. Donc, si vous avez des enfants, de comment s'organiser, comment gérer la folie d'avoir les enfants à la maison, d'autres aussi sur comment travailler quand on se sent seul, comment être motivé, comment rester motivé quand on n'est pas entouré d'autres personnes et qu'on se sent vraiment isolé. Donc, je vous encouragerais fortement à suivre ces groupes-là, mais aussi Flex est ouvert à être invité, à venir vous rencontrer, faire des sessions 1 sur 1. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise d'avoir certaines de ces discussions-là avec vos collègues ou les membres de votre équipe directe. Vous voulez avoir un appui peut-être un peu plus discret avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous ne reverrez peut-être pas. Mais on peut être disponible sur invitation à avoir des sessions de coaching ou de briefage 1 sur 1, mais aussi avec vos équipes et vos groupes. Je pense que c'est de trouver, John, je pense le mentionner au début, c'est il y a plein de différents trucs, des outils qui peuvent vous être offerts, mais c'est de trouver les bonnes pour vous. Et je dis bonnes pour vous, mais aussi pour vos équipes. Je pense que aussi, l'autre chose qu'il faut faire preuve, c'est de flexibilité. On parle de flex, mais juste de flexibilité et d'adaptabilité. Je mentionnais tout à l'heure que
moi, j'ai une fille qui est à la maison en ce moment. C'est pour 2 semaines. Ça faisait presque tout l'été qu'elle n'était pas là. Nous, on était privilégiés. On est dans une zone qui est encore orange. Je pouvais la chipper à tous les jours, à des 4 jours, ensuite à l'école. On ne l'avait pas sous pied, mais là, elle est revenue. Donc, ma routine de la semaine passée n'est plus la même que cette semaine. Donc, il faut continuellement qu'on s'adapte. Et puis, la thématique d'empathie que Paul a mentionné tout à l'heure est très, très, très importante, qu'il faut juste respecter et garder ces lignes de discussion et de conversation là, ouvertes. Donc, je pense que l'école va partager le lien à notre site web avec toutes les ressources plus tard. Donc, je vous encourage à aller la visiter. Ou si jamais vous ne trouvez pas le lien, n'hésitez pas à communiquer avec moi sur Twitter, JenThorne77, et ça va me faire un plaisir de la partager avec vous. Certainement, Jen. Et puis, je pense hors des ressources, je pense qu'il y a une place pour un change de comportement quand on parle des relations entre les individus. Alors, pour moi, un changement, c'était que chaque personne qui me contacte sur LinkedIn et qui dit comment est-ce qu'on peut avoir une conversation, je dis absolument. On peut avoir comme 30 minutes ou 60 minutes pour discuter par vidéoconférence de quoi que ce soit, de ton carrière, de comment rentrer aux fonctions publiques, quoi que ce soit, ou du santé mentale. Parce que je pense que c'est important que, pour les personnes qui sont un peu isolées dans ces situations, de avoir cette contact social, certainement. OK. Est-ce qu'il y a des autres pensées sur question 3? Et sinon, on va aller au 4e question. OK. Parfait. Alors, pour la 4e question, alors John a mentionné le comportement humain pour contribuer au succès du travail virtuel. Quel type d'apprentissage est essentiel pour permettre ou soutenir le travail virtuel? Et quelqu'un d'autre a-t-il des ressources? Alors, Laura, on va commencer avec toi. Et je vais juste mentionner pour les participants que vous pouvez utiliser le bouton de main levée pour demander vos questions pour cette séance. Oui, merci. Donc, la question est super intéressante. Puis je pense qu'elle vient rechercher un peu la manière qu'on fait les choses au sein des Agents libres du Canada. Donc, un peu plus tôt, je parlais des attributs qu'on utilise pour recruter des gens. Et un de ces attributs-là, c'est la curiosité. Parce que sans cette curiosité-là, de continuer à apprendre constamment, ben, on peut la perdre. Puis la réalité, c'est que on peut travailler de manière flexible, travailler à la maison, peu importe comment on veut l'appeler. Mais tant qu'on n'est pas en train de continuer à apprendre non seulement ce qui fonctionne bien pour nous et d'être en mesure de s'adapter à ces manières de fonctionner-là, mais aussi ce qui fonctionne pour les autres, je pense qu'on va rencontrer des embûches. Alors, pour moi, par exemple, je peux vous dire que une de mes choses préférées au sein du programme des Agents libres, c'est qu'il y a un grand esprit d'apprentissage. On est constamment en train de partager des ressources d'apprentissage pour nous amener à réfléchir un peu sur comment est-ce qu'on apprend des outils, mais aussi comment nos cerveaux fonctionnent, notre comportement social fonctionne pour qu'on puisse s'adapter à ces réalités-là. Donc, j'inviterais premièrement les gens principalement à se joindre à des groupes de gens qui pensent comme eux en termes de cette flexibilité-là, parce que vous allez aller chercher beaucoup de ressources chez les gens qui le font déjà. Il y en a tellement de bonnes ressources qu'à un moment donné, on peut pas toutes les avoir. Il faut même de faire un résumé, d'avoir des réunions virtuelles ponctuelles qui viennent dire, OK, bien, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez à partager comme ressources? Nous, on utilise Slack comme outil de travail, puis on a un de nos canaux, c'est l'apprentissage. Donc, les gens mettent des ressources, puis on peut y retourner pour aller les chercher régulièrement. D'apprendre tous les outils qui existent, puisque les gens préfèrent, c'est tout un travail, mais il y a plein de sessions de formation qui existent au niveau de vraiment juste des outils de travail. Puis je vais aller chercher quelque chose que Mélanie a dit plutôt au niveau de ce qui se passe à Transport Canada. Transport Canada a organisé il y a quelques semaines, les ressources humaines de Transport Canada a organisé une petite session que j'ai trouvée super intéressante. Puis c'était sur comment est-ce qu'on célèbre
des occasions spéciales, soit peu importe ce qui se passe dans la vie d'un employé, un employé qui arrive, un employé qui part, avec des petites ressources sur comment est-ce qu'on fait ça en sorte que ce soit encore spécial, même dans un contexte où tout le monde travaille de manière virtuelle. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Fait que je vous encourage à regarder ce qui se passe dans vos ministères, puis particulièrement ceux qui sont chanceux pour travailler à Transport Canada, qui font beaucoup d'efforts dans ce milieu-là. L'École de la fonction publique a énormément de ressources aussi, mais la première chose, la chose principale, là, pour résumer le tout, c'est former des réseaux avec des gens qui pensent comme vous, parce que vous allez voir, il y a plein de ressources pour apprendre. Certainement. John, est-ce que vous avez d'autres pensées sur l'apprentissage et puis les ressources? Oui, je crois que mes collègues l'ont dit déjà. FlexGC, on a beaucoup. L'école, on a des cours en ligne, on organise des événements de temps en temps. Mais ce qui est le plus important, c'est cette idée de partage et que chacun d'entre nous nous raconte un peu notre expérience et nous partageons nos réflexions sur ce qui marche bien et ce qui marche moins bien dans nos équipes. Je n'ai vu qu'une grande ouverture de partager parmi ces réseaux et l'école travaille en étroite collaboration avec ces réseaux, avec beaucoup de ministères pour partager les ressources. Et il y a non seulement les ressources qui touchent sur comment travailler dans une équipe virtuelle, mais les ressources sur la santé mentale, sur l'inclusivité, sur plein d'autres thèmes qui touchent ces aspects humains de comment connecter les uns avec les autres. Dans notre équipe, on fait depuis longtemps des sondages à tous les semaines, un petit sondage qu'on envoie au téléphone par texto à chaque membre de l'équipe. 2 questions, comment allez-vous aujourd'hui? Et deuxième question, y a-t-il des mots que vous aimeriez associer avec votre réponse? Et il y a eu tellement d'intérêt à ce sondage qu'on est en train de développer un cours où les gens pourront venir et apprendre comment établir un tel sondage dans leur ministère. Alors, oui, c'est important de se parler, mais de réfléchir non seulement sur ce qui est centré sur les équipes virtuelles et le télétravail, mais aussi de trouver des produits d'apprentissage qui touchent la curiosité, comme Nora a dit, ou ces autres thèmes. Certainement. On va aller à la prochaine question. Alors, ça est venu d'un de nos participants aujourd'hui. Comme vous le savez, le bilinguisme dans la fonction publique est très important et que beaucoup de ministères ont des programmes de formation internes. Pensez-vous que ce type de programme pourrait être un succès avec les outils que nous avons en ce moment à notre disposition? Alors, on va commencer avec Jen pour cette question. Merci. Merci, Josh. Et en tant que néo-brunswickoise d'origine fière, la seule province officiellement bilingue au Canada, pour moi, le bilinguisme est très, très, très important. Je pense que les programmes interne de développement, c'est une chose. Puis je sais que chez nous, il y a plusieurs de mes collègues qui sont capables de bloquer du temps et en privilégier. Je pense que ça apporte des nouvelles approches et peut-être une meilleure confiance de ne pas être physiquement avec les gens. Je ne sais pas, je ressens moins de crainte et d'anxiété de la part de mes collègues qui sont en train de faire de la formation, du moins pour l'instant. Je pense aussi que tous les outils et l'intelligence artificielle qui s'y retrouvent, on a testé chez nous la traduction simultanée qu'on peut faire dans certains des meetings et je n'ai pas le mot en français, le closed captioning qui peut se faire automatique. Dans une autre langue, permet aux gens de pratiquer leur deuxième langue officielle, même si les traductions ne sont pas exactes, ils ne le sont jamais de toute façon. Mais c'est des choses qui peuvent permettre aux gens une perspective différente et de voir la traduction en temps réel. Puis justement, cette semaine, à l'intérieur du réseau Flex, on a appris d'une de nos collègues que même dans des outils comme PowerPoint, dans certains des Google Docs, qu'il y a de la fonctionnalité qui est intégrée, qui permet de faire de la traduction et de la transcription simultanée. Donc, je pense qu'il y a plein de choses, des outils qui permettent aux gens maintenant d'avoir un plus grand accès puis un éventail d'outils vraiment au bout des doigts. Il s'agit juste d'être à l'affût que ces outils-là existent. Puis le dernier point que je dirais,
dirais, c'est que j'encourageais aussi les gens. Nous, on a même dans un des canaux qu'on a dans les discussions qu'on a dans MS Teams, on a une section sur le français où est-ce que les gens peuvent aller poser des questions ou afficher des nouvelles choses, de la terminologie drôle, quelque chose que quelqu'un a entendu dans une langue ou l'autre qu'il n'avait jamais entendu avant. Donc, il y a toutes des discussions. Ça l'aide aussi, tu sais, les conversations qui nous manquent là, ou dans la cuisine ou autour de la cruche d'eau. Ça permet aussi d'avoir ce type de discussion-là aussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de façons qu'on est capable d'encourager et d'alimenter le bilinguisme, même en mode digital et virtuel. Certainement. John, d'autres pensées? Oui, merci. En plus d'être le directeur général de l'équipe des compétences transférables à l'école, je suis aussi le champion des langues officielles à l'école. Alors, l'idée du bilinguisme et du télétravail, les deux vont ensemble. Il y a, je crois, des réflexions importantes à considérer, surtout quand on parle d'outils. Et pour moi, ce qui est très important, comme j'ai dit tout à l'heure, et mes collègues l'ont dit aussi, l'inclusivité est très importante dans un environnement virtuel. Et écoutez, il existe beaucoup d'outils qu'on peut trouver en ligne pour faciliter la communication virtuelle. Il y a des outils pour le chat, pour la vidéoconférence, pour la gestion des projets. Mélanie a parlé de Miro et des whiteboards. Tous ces outils sont incroyables, mais selon mon expérience et l'expérience de mon équipe, et on est fiers d'être une équipe bilingue, il y a certains de ces technologies et certains de ces outils qui sont peut-être plus ou moins bilingues ou qui offrent une expérience peut-être pas tout à fait équivalente dans les deux langues officielles. Oui, une personne peut écrire dans la langue de leur choix, dans un outil de chat, mais si l'interface du site web est en anglais et nous utilisons cet outil comme outil d'équipe, est-ce que nous invitons vraiment une participation égale parmi les membres de l'équipe? Alors, je crois que c'est toujours important que nous explorons de nouvelles technologies, de réfléchir sur ces points d'inclusivité, le bilinguisme, mais aussi l'accessibilité. Alors, pour moi, c'est un point très important pour les équipes virtuelles de prendre cette approche inclusive et de s'assurer que les outils que nous choisissons permettent de chaque membre de l'équipe de participer à la discussion. Merci. Parfait. Alors, on va avoir une dernière question et puis on va finir cette séance. Et puis, on a un petit vidéo aussi pour FlexGC qui va finir cette séance. Alors, la dernière question, c'est Laura parle de flexibilité et qu'elle a toujours travaillé à domicile. Quels conseils ont-ils pour les fonctionnaires qui sont également allergiques à être attachés à un bureau et pour ceux qui ont envie de revenir à la routine d'être au bureau? Alors, peut-être, Laura, on peut commencer avec toi. Oui, puis je vais en profiter pour dire, j'aime beaucoup la question parce qu'on parle beaucoup de flexibilité au travail, mais ça ne veut pas dire que ceux qui veulent retourner dans des bureaux ont tort. Hein? Parce qu'on a toutes nos manières de travailler, puis il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens veulent travailler à partir d'un bureau. Puis ces raisons-là sont valides aussi. Puis je pense que quand on parle de flexibilité, la flexibilité, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on a l'option de travailler là où ça nous convient, là où on est le plus productif, où on peut avoir les meilleurs résultats, que ce soit au bureau, que ce soit ailleurs. Puis ailleurs, ça ne veut pas nécessairement dire à la maison non plus. Donc, je voulais juste faire le point sur ça parce que je pense que c'est un élément qui est super important. Pour moi, écoutez, c'est sûr que j'ai envie de vous dire, postulez au programme des agents libres, puis on va voir comment on peut vous amener cette flexibilité-là dans votre milieu du travail. C'est sûr que ce serait l'idéal. Mais c'est sûr que comme programme d'agents libres, on essaie d'influencer le système gouvernemental parce qu'on veut que les gens aient cette option-là. Puis je vous encourage à avoir des conversations avec les gestionnaires avec lesquels vous travaillez. Puis John l'a dit un peu plus tôt, puis il l'a dit, puis j'ai beaucoup aimé ça parce que pour moi, ma question préférée, c'est toujours de demander aux gens pourquoi. Puis c'est que ce soit, par exemple, de suggérer qu'il y ait un projet pilote ou qu'on en fasse l'essai, mais de toujours poser la question,
quand on trouve de la résistance, mais pourquoi est-ce qu'il y a de la résistance? Puis ça c'est une question de, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais c'est vraiment avoir le courage de trouver une manière d'aller chercher les gens, mais il faut toujours pousser un peu ces limites-là, puis il faut poser la question, il faut avoir les discussions. J'ai travaillé à un moment donné dans un milieu de travail où il y avait certains employés qui avaient le droit de travailler à la maison, puis d'autres qui n'avaient pas le droit de travailler à la maison, puis même ceux qui avaient le droit de travailler à la maison, c'était juste un jour par semaine. Puis, moi, je ne suis pas bonne en maths, mais ça ne faisait pas de sens dans ma tête. Parce que si tu es capable de travailler à la maison un jour, qu'est-ce que ça change si tu travailles à la maison 5 jours ou 3 jours ou peu importe? Puis pourquoi est-ce que certaines personnes auraient le droit puis d'autres non? Puis à un moment donné, quand j'ai posé la question, j'ai dit, mais pourquoi? Il n'y a personne qui était capable de répondre à cette question-là. Fait que je vous encourage, puis c'est là que les mentalités ont commencé à changer, puis les gens ont dit, OK, peut-être qu'on peut changer. Ah, mais on l'a mis dans un guideline. Mais le guideline est écrit sur un morceau de papier et il peut être changé. Et donc, il faut juste encourager ce changement-là, puis il faut continuer à en parler. Je vous dis, c'est l'outil principal, comme médiatrice, je le dis tout le temps, la communication, c'est l'outil principal qu'on a dans nos boîtes à outils. Utilisez-le pour ça aussi. Certainement. Mélanie, à vous. Oui, merci beaucoup. Pour moi, c'est drôle. Au début, j'étais tellement excitée de travailler de la maison. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça, mais on dirait après 6 mois, c'était rendu long un peu. Donc, j'ai commencé à changer ma routine un petit peu. Puis avec l'hiver qui approche, les journées qui sont un peu plus courtes, je me voyais comme je dormais un peu plus longtemps le matin, puis j'étais rendue en pyjama en travaillant, puis j'étais un peu moins motivée. Donc, quelques tips et conseils que j'ai pour vous, vraiment, c'est mettez votre alarme comme vous le faisiez avant, comme quand vous allez prendre quand vous allez prendre l'autobus ou l'auto, mettez votre alarme de bonne heure, habillez-vous un peu plus chic que d'habitude, faites vos cheveux, votre barbe, whatever, votre maquillage. Installez-vous à un vrai bureau avec une vraie chaise. Et vraiment, ajoutez des petits moments dans votre journée qui vous font penser à votre routine normale au travail, que ce soit de sortir au temps du dîner, aller chercher votre lunch, aller prendre une pause café au Tim's ou au Starbucks. Et vraiment, qu'est-ce que je dirais, c'est certains de nous avons dû soit créer ou recréer nos réseaux, nos connexions sociales. Donc, je vous encourage fortement de vraiment utiliser les médias sociaux ou que ce soit les Teams chat pour vous sentir comme vous avez encore l'opportunité d'avoir des petits chats informels avec vos collègues, les water cooler conversations en anglais. Donc, quelques tips pour vous pour rapporter un peu le normal. Certainement. Et puis, on va finir avec Paul. Alors, Laura a mentionné l'importance des réseaux. Et en parlant de cela, je sais que tu veux souligner comment vous pouvez rejoindre et vous impliquer avec FlexJC. Alors, Paul, juste quelques minutes pour discuter de cela et puis on va finir. Merci. Tout à fait. Alors, merci, Josh. On est une équipe quand même bien tissée, c'est-à-dire... mais on a des plans d'expansion parce qu'on croit que c'est un réel besoin que de supporter les fonctionnaires là, dans des domaines comme justement comment dealer avec le travail à la maison, autant psychologiquement que concernant les outils de travail. Donc, présentement, on a un formulaire d'avis d'intérêt qui est disponible. On recherche là, de l'aide dans l'équipe des communications et aussi recherche et développement. C'est de l'aide à temps partiel, donc peu importe là, le temps que vous avez à consacrer, on est preneur. On est aussi là en train d'établir un réseau d'ambassadeurs pour qu'on puisse bien partager l'information là, rapidement là, au travers de la fonction publique. Et ça aussi, là, on peut manifester notre intérêt pour ça par l'entremise du même formulaire. Donc, c'est ça. Et puis, on a mentionné tout à l'heure une petite vidéo qui va être lancée là, pour souligner le lancement des nomades numériques. Il va être lancé officiellement cet après-midi après la session là, en anglais. Donc, restez à l'affût pour ça là, sur le site, sur nos différents sites, là, dont Twitter, comme j'ai mentionné tantôt,
@FlexGCinfo. On a aussi un Trello board avec plein de ressources. Alors, je vous encourage à aller voir ça. Écrivez-nous aussi flexgc.canada@gmail.com. Écrivez-nous si vous avez des demandes. On a aussi des formulaires là, pour faire des demandes là, pour venir présenter et on est toujours d'adon pour avoir une petite discussion là, de water cooler aussi. Alors, voilà. Merci beaucoup, Paul. Alors, en nom de l'école, j'aimerais remercier nos panélistes ainsi que vous tous à travers le pays d'avoir participé à la discussion aujourd'hui. J'espère que vous avez tous apprécié l'événement aujourd'hui et votre rétroaction est très importante pour nous, ainsi que je vous encourage à compléter l'évaluation électronique que vous recevrez dans les prochains jours. L'école a plusieurs autres événements à vous offrir et je vous encourage à consulter régulièrement son site web pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et pour vous inscrire à d'autres occasions d'apprentissage. Et puis, juste une dernière mention que le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux a aussi des cours d'apprentissage et puis notre prochaine web diffusion nationale, ça va être jeudi le 29 octobre avec Body Break, Hal Johnson et Joanne McLeod de Body Break. Et ça va être sur la diversité, l'inclusion et le bien-être. Alors, encore une fois, merci à tous et bonne journée. Au revoir. Thank you. I'm a free agent and co-founder of the FlexGC network. I live and work in beautiful British Columbia, and I'm proud to say I took the FlexGC Digital Nomads Pledge. Hi, I'm Jen McDougall from New Brunswick, and I'm a FlexGC Digital Nomad. I'm Nisbet from the National Managers Community, and I work in Winnipeg, and I am a FlexGC Digital Nomad. Je m'appelle Paul Keller de Québec et je suis un nomade numérique de FlexGC. I'm Alia from FlexGC and the One Team Gov virtual team. I'm a FlexGC Digital Nomad. Je suis Valérie de la Communauté nationale des gestionnaires. Je travaille à Montréal et je suis une nomade numérique FlexGC. I'm Natasha from London, Ontario, and I'm a FlexGC Digital Nomad. Je suis Nathalie de la Communauté nationale des gestionnaires, and I'm a FlexGC Digital Nomad. Bonjour, je me nomme François Lamontagne et je suis un membre du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux et membre du réseau des jeunes professionnels et je suis un nomade numérique FlexGC. Bonjour, je m'appelle Christine Bisnot, President Face, Chief de la promesse des nomades numériques FlexGC. C'est comme moi. Hi, my name is Neil Bauer, and I'm the Vice President of Innovation and Policy Services at the Canada School of Public Service, and I have just taken the GC Nomad Pledge. I pledge to be a good remote worker, a good remote colleague, and a good remote leader. And I'm going to build empathy for my colleagues that do remote work. I'm going to give remote work options, and I'm never going to sign another physical piece of paper if I can help it. I invite you to also take part in the GC Nomad Pledge. My name is Frank Assu. I live and work out of Comox, British Columbia and Vancouver Island, and I took the pledge. Did you take the pledge? Signe la promesse.